Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 205. Et dans cette chronique, je voudrais faire un petit récapitulatif pour remettre les idées à l'endroit. Donc certains aujourd'hui font du révisionnisme en essayant d'affubler l'Union soviétique à toutes les sauces, aussi bien de l'extrême droite que des néoconservateurs ou des libéraux conservateurs ou libéraux libertaires, enfin que sais-je, également même des anarcho-capitalistes ou anarchistes de tout acabit. Je voudrais effectivement rappeler un petit peu la mémoire et, ma foi, redéfinir et puis replacer dans son contexte certaines connaissances historiques. Et plus précisément, effectivement, un volet important de notre histoire qui, sans les troupes, je dirais, de l'Union soviétique, peut-être qu'aujourd'hui nous parlerions allemand et nous serions sous un Reich de 1000 ans. Alors les territoires de l'Union soviétique, pour se rafraîchir un peu la mémoire, ont joué un rôle très important dans les projets nazis d'acquérir ce qu'on appelle le Lebensraum, hein, ou entre guillemets, selon la traduction, espace de vie, privilégié pour les Allemands aryens, avec l'Europe occidentale, continentale, fermement sous contrôle allemand, bien entendu. Alors, pour la petite histoire, Hitler était prêt, me semble-t-il, pour la guerre avec les soviétiques à l'été 41. Pour Hitler, selon certains historiens de qualité, comme Annie Lacroix-Riz par exemple, ou Wendy Lowen aux États-Unis, le but ultime de cette Vernichtungskrieg, c'est-à-dire cette guerre de destruction contre l'Union soviétique, était de faire un jardin d'Éden à partir des territoires nouvellement conquis de l'Est, ou conquis à l'Est. Alors l'Allemagne prévoyait, je dirais, de coloniser les parties occidentales de l'Union soviétique, en particulier les terres riches en ressources de l'Ukraine. Tiens, tiens, quand on voit aujourd'hui les nostalgiques du Maïdan, où certains ont combattu du côté de la division Das Reich, se faire les laquais effectivement de l'Allemagne, et dont l'Allemagne sans vergogne n'hésite pas à fermer les yeux. Bref, c'est encore une autre histoire. Alors effectivement, on parle de colonisation, grenier à blé, ce qui allait devenir effectivement le grenier à blé de l'Union soviétique, en l'occurrence l'Ukraine, c'est-à-dire les marches de la Russie. Car, effectivement, l'Allemagne avait colonisé le Watergau en Pologne. Cela impliquait effectivement d'expulser les races prétendument inférieures. N'oublions pas que dans ce concept furent définies des races slaves et juives qui y vivaient et d'installer des Allemands de souche à leur place. Bien entendu, à l'époque, la politique n'était pas une politique de déplacement, mais une politique tout bonnement par les grands camps concentrationnaires de disparition d'une bonne partie de la population afin d'y placer la race des seigneurs. Alors, Hitler a ordonné l'invasion de l'Union soviétique qui portait le nom de code Opération Barbarossa le 22 juin 1941, rompant délibérément le pacte de non-agression que les deux pays avaient signé 2 ans auparavant. Alors certains appellent ça le pacte germano-soviétique, mais moi j'appelle ça un pacte d'intelligence de la part de Staline, sachant pertinemment qu'il fallait qu'il gagne du temps pour pouvoir ensuite mener des opérations contre une Allemagne empirique qui de toute manière, Staline le savait, il suffit de lire dans ses mémoires, l'information concernant le fait que l'Allemagne n'en resterait pas là et qu'elle avait pour audace, effectivement, de détruire l'Union soviétique et de faire de ces terres, comme je l'ai précisé précédemment, des terres d'espace de vie pour la race aryenne. Bon, bref. Alors, l'invasion était la plus grande opération militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale, ça il faut le savoir. Les victoires, je dirais, de bataille sont venues rapidement tout au long de l'année 1941, alors que l'Allemagne conquit la Pologne sous, je dirais, contrôle soviétique, et les États baltes et l'Ukraine.
Alors après, je dirais un mois après le début de l'invasion, Hitler a décrit sa vision des terres telle que l'Allemagne conquérir, allait conquérir ou conquérirait, je dirais, en fait, cette volonté hégémonique euh, de conquérir totalement l'Union soviétique jusqu'à effectivement Vladivostok, passant par Moscou. Ce qu'il faut savoir, c'est que le colon allemand, selon les critères qui sont définis par le mythe du XXe siècle d'Alfred Rosenberg, et également la conception de la race de Walter Darré. Je vous invite à lire ces deux ouvrages aux éditions, nouvelles éditions latines, et vous verrez que ces théories sont nettement vérifiables. Alors, je précise que le colon allemand doit vivre dans de belles et spacieuses fermes. Et les services allemands seront logés dans des bâtiments, je dirais, de grande qualité. Les gouverneurs dans des palais prévus à cet effet, un peu ce que l'Inde était pour l'Angleterre. Les territoires de la Russie seront, selon les termes usités de Hitler, pour nous. Alors, effectivement, il avait cette volonté de faire comprendre au peuple allemand que cet espace signifie un avenir, voire même l'avenir le plus important, puisque c'est le moyen d'étendre l'empire. Et les colonies sont une possession précaire, mais ce terrain, selon effectivement la conception hitlérienne, furent le leur. Donc l'Europe n'est pas une entité géographique selon son concept, mais une entité raciale. Alors, du point de vue des nazis, pour faire de l'Europe une entité raciale, l'opération Barbarossa ou Barbarossa devait être menée comme une guerre raciale contre les races juives et slaves. Par conséquent, je prends l'information d'un historien de qualité qui s'appelle Richard Edelman, qui n'est pas un propagandiste otanesque, à tendance révisionniste, considère que les officiers allemands, par exemple, pensaient qu'ils n'étaient pas seulement des officiers, mais aussi des dirigeants dans une lutte raciale contre les bolcheviks. Et à l'époque, cela était effectivement, je dirais, dans la conception du bolchevisme juif, communisme plus précisément, puisque les nazis ne se cachaient pas de prétendre que le communisme était un pur produit messianique juif, enfin, vous savez, la vieille rengaine pour ceux qui sont des spécialistes dans le domaine. Et donc, en mai 41, le général allemand Erich Hoppner a donné les ordres suivants à ses soldats. Donc là, je vais citer: la guerre contre la Russie est un élément fondamental de la lutte du peuple allemand pour l'existence. C'est la vieille lutte des Allemands contre les Slaves, la défense de la culture européenne contre le déluge moscovite, asiatique, la défense contre le bolchevisme juif ou le judéo-bolchevisme, et sa lutte doit viser et surtout briser la Russie d'aujourd'hui en décombre, et par conséquent, elle doit mener avec une, je dirais, être menée avec une dureté sans précédent. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est de voir la volonté de la destruction de l'Union soviétique à l'époque du coup d'État où Helsinki finalement n'était qu'un faire-valoir, et cette volonté à détruire l'Union soviétique pour en faire une terre propice ou un espace, je dirais, important pour les États-Unis, j'ai l'impression que les vieilles méthodes sont en train de se remettre en place. C'est-à-dire que quand les Américains ont eu prétention de lutter contre les nazis, mais n'ont pas eu de vergogne pour les recruter, bon, pas certains scientifiques, hein, il suffit de regarder l'opération Paperclip, et d'autre part, enfin, notamment, je voudrais préciser que finalement, au fond, ce qu'ils font en Ukraine, c'est une façon de réhabiliter par différents réseaux certaines visions sympathiques du nazisme. Bon, ceci est une autre histoire, mais je tenais à le clarifier. Alors, restons effectivement avec Erich Hoppner. Donc, à la suite de ces ordres, et d'autres ordres similaires, émis par d'autres généraux allemands, de nombreux prisonniers de guerre soviétiques, ce qu'on appelait effectivement des prisonniers de guerre, ont été abattus immédiatement après avoir été capturés. Pas de quartier. Alors, on parle de violation des accords internationaux de longue date. En juillet 1941, le général Hermann Reinecke
L'officier chargé des affaires de prisonniers au commandement des forces armées autorisa les forces de sécurité à filtrer les prisonniers de guerre soviétiques pour des éléments politiquement et racialement intolérables. Et qui étaient ces éléments? C'étaient des intellectuels, des communistes, des juifs également. Alors leurs exécutions n'ont pas eu lieu dans les camps de prisonniers de guerre. Au lieu de cela, les prisonniers ont été transférés dans une région éloignée afin que personne ne puisse voir ce qui s'y passe et ont été, bien entendu, abattus. Alors tous les prisonniers de guerre soviétiques n'ont pas été exécutés, mais de nombreux sont morts dans des camps de prisonniers de guerre suite à la malnutrition, à la famine, ainsi que le typhus et d'autres maladies qui n'ont pas été traitées. Je vais peut-être préciser que tout prisonnier de guerre jugé comme étant un théoricien de l'Union soviétique fut abattu sur place. Alors, bien sûr, les Allemands ont mené leur guerre raciale non seulement contre les soldats soviétiques, mais aussi contre les civils soviétiques. Des attaques contre des civils ont été menées par 4 unités SS, connues sous le nom de Einsatzgruppen, et qui ont suivi l'armée allemande alors qu'elle avançait vers l'Est en Union soviétique. Chacune de ces 4 unités avait son propre territoire assigné à l'unité. Par exemple, l'unité A servait dans le nord et l'unité B le long du front central de la Russie, l'unité C, je dirais, dans le nord de l'Ukraine, la division d'Asreich, et l'unité D dans le sud de l'Ukraine, le Caucase et la Crimée, n'oublions pas. Chacun avait l'ordre d'assassiner toute personne que les nazis considéraient comme un ennemi d'État, ou même un ennemi de la race, y compris finalement des centaines de milliers de juifs, de slaves, de fonctionnaires du Parti communiste soviétique, des Sinti, des Roms, et d'autres encore. Bon, selon par exemple l'historienne Doris Bergen, officiellement leur objectif était de sécuriser les territoires conquis en combattant le bolchevisme et en appelant, je dirais, effectivement, soit à la sédition ou à la trahison, comme on a vu chez certains anciens vétérans de l'Ukraine, qui aujourd'hui défilent et qui font la fierté de Stéphane Bandera, enfin plus exactement du bataillon Azov, mais surtout empêcher la guérilla. Alors, devant cette explication historique, hein, qui est largement vérifiable, je voudrais dire à l'Europe du Nord, et plus précisément aux Européens sous le contrôle de l'OTAN, qu'il faudrait qu'ils retournent, je ne dis pas à l'école, mais au moins qu'ils retournent, je dirais, au livre d'histoire, afin de savoir ce qu'il en est. Parce que finalement, au fond, certaines méthodes qui étaient utilisées par Hitler, bien entendu d'une autre manière, plus modernisées, peut-être un peu plus intelligentes, sont de retour. Sont de retour aussi bien en Ukraine, sont de retour au Bélarus, et également dans des pays qui, finalement, au fond, n'ont pas de responsabilité quelconque dans ce qui s'est passé à l'aune de la Seconde Guerre mondiale. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là, et afin que cette chronique soit assez courte et surtout qu'elle soit audible, je vous dis à la prochaine chronique et, ma foi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de m'avoir écouté.